Donc, Madame Bogarny, vous habitez Bousset Oui, et vous êtes hypnothérapeute, c'est ça? oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypnothérapie? Donc l'hypnothérapie, en fait, c'est tout simplement donc de la thérapie, comme son nom l'indique, brève, avec l'outil qui est l'hypnose. Alors, thérapie, ça veut dire que ça peut soigner? Bien sûr. Bah, d'ailleurs, sinon je ne serais pas hypnothérapeute, mais hypnotiseuse. C'est la nuance qu'il y a entre les deux. Donc l'hypnotiseur, c'est celui qu'on voit à la télé, qui fait des spectacles, qui fait de l'hypnose de rue, etc. Et l'hypnothérapeute, donc, se sert de l'hypnose comme outil pour les thérapies. Alors, succinctement, c'est quoi l'hypnose? Donc l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, en fait, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où votre esprit ou votre imaginaire travaille, nous, on peut donc agir en utilisant l'hypnose. Il y a plein de sortes d'hypnose différentes. Donc, Avant de parler dans les différentes hypnoses, Mhm. conscience modifiée, qu'est-ce que ça Alors, veut dire? conscience modifiée, c'est juste un palier, en fait, qui se situe entre l'état de veille et le sommeil. Alors, moi, j'ai tendance à l'expliquer comme ça, au moment, par exemple, où vous dormez, ou vous vous endormez devant la télé, par exemple. Vous entendez toujours les commentaires, mais d'un seul coup, vous n'avez plus l'image, parce que vous avez les yeux fermés. Et donc, eh bien, c'est ce moment-là qu'est l'état de conscience modifié. C'est aussi, par exemple, quand vous êtes en train de conduire, vous êtes tout simplement, vous partez d'un point A, vous allez à un point B, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes déjà rendu au milieu du chemin, quoi. Et vous n'avez pas vu, entre guillemets, ce qui s'est passé. Vous étiez absorbé par autre chose, vous étiez dans la lune. Ce qu'on appelle être dans la lune, ça veut dire un état de conscience modifié. Donc quelque part, vous étiez en hypnose. L'hypnose, c'est un état naturel que tout être humain, finalement, utilise. Vous, comment est-ce que vous arrivez à ce que votre patient, on peut dire patient, je sais pas. Ah oui, d'accord. Donc par des inductions, par des mises en transe, par une mise en relaxation profonde, on arrive donc à atteindre cet état de conscience modifié. Donc on utilise donc des inductions pour tout simplement détendre au maximum la personne. Et à partir du moment où la personne, elle joue le jeu, elle a envie de se détendre et elle a envie que l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur finalement puisse lui suggérer des choses, des images, et bien à ce moment-là, l'hypnose fonctionnera. En fait, il faut considérer notre esprit comme un récepteur d'images. Et là, l'hypnothérapeute va donc suggérer des images à la personne, et à ce moment-là, ça fonctionnera. Si la personne est prête à jouer le jeu. On va y revenir. Par contre, un petit mot quand même, le mot transe. Oui. Ça fait pas un peu vaudou, non? Alors c'est pas du tout ce genre de transe, heureusement. Ce qu'on appelle transe, mise en transe, c'est tout simplement les fameuses inductions, les fameuses phrases qu'on va répéter, les décomptes qu'on va faire pour amener la personne donc à cet état de relaxation. Qui dit induction dit un petit peu conditionnement, non? Non, ça n'a rien à voir, c'est pas forcément un conditionnement, c'est juste des histoires qu'on va raconter, c'est juste effectivement des suggestions et non pas un conditionnement. Donc c'est-à-dire qu'il y a un message en fait derrière chaque induction. Il y a un message de détente, de bien-être, de relaxation en fonction de la problématique de la personne, forcément. C'est-à-dire que donc, bien entendu, vous discutez avec la personne, vous la connaissez avant un Bien petit sûr, peu. on fait toujours un petit bilan avant, d'abord pour connaître la priorité de la personne, pourquoi elle vient, pour quelle problématique elle vient. Et puis, donc en fonction du bilan qu'on obtient, eh bien, on amène l'outil qu'il faut, la mise en transe qu'il faut et la séance qu'il faut. Ça fait un peu penser aux messages un peu subliminaux. Est-ce que c'est un peu la même chose? On a vu dans les années 80 où ils envoyaient une image sur les 25 qui donnait envie aux gens d'acheter du Coca-Cola par exemple. Eh bien, quelque part, c'est un petit peu ça, dans le sens où finalement, on va suggérer à la personne, effectivement, une image qui va l'aider à aller mieux. Donc forcément, si elle est prête à accepter cette image-là, eh bien, tout roulera. Par contre, si cette personne-là, cette suggestion ne lui correspond pas, ne lui convient pas, son inconscient mettra une barrière et à ce moment-là, il ne se passera rien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obliger les gens à faire quelque chose. Non, voilà, on ne peut pas obliger l'esprit de la personne à accepter ce qu'on lui suggère. Alors, bien sûr, ce n'est pas de l'hypnothérapie, mais ce qu'on voit en hypnose de spectacle, c'est-à-dire que les gens sont, entre guillemets,
un peu conditionnés avant de venir sur le spectacle? Alors, je dirais pas conditionnés, je dirais vraiment qu'ils sont prêts à jouer le jeu et à accepter ce qu'on leur demande. Ils savent qu'ils vont faire du spectacle quelque part. Donc, si on leur dit, bah, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'où, par exemple, voilà, pour aller vraiment au maximum de ce que peut faire la personne, et bien effectivement, si elle est prête, on peut lui faire faire des choses, effectivement, on peut aller assez loin, parce qu'elle est prête. Oui. Voilà. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas, inconsciemment, vous ne pouvez pas l'obliger à faire. On est C'est bien ça, d'accord. c'est ça, exactement. Et quelqu'un même par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui au départ n'est pas très réceptif à l'hypnose parce que justement il se méfie un peu, il met des barrières, donc il se ferme, peut très bien lors d'un spectacle ne pas être réceptif par exemple. Et puis à un moment donné, lors de la soirée, il se dit allez, après tout, je fais comme tout le monde, puis il fait plus attention, il se détend de plus en plus, etc. Et ben d'un seul coup, il peut quand même partir en hypnose parce que tout simplement, il s'est complètement détendu et quelque part, il joue le jeu, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, il peut d'un seul coup devenir réceptif. C'est un petit peu enlever ces barrières protectrices, non? C'est un petit peu ça. Donc, il faut apprendre effectivement à faire confiance. Je pense qu'il y a aussi un rapport de confiance avec le thérapeute. Et puis, tout simplement, apprendre à lâcher prise pour certaines personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à lâcher prise. Et comment peut-on faire confiance à un individu qu'on ne connaît pas? Alors, c'est à nous aussi d'instaurer un climat de confiance. Alors, ben voilà, expliquer comment on travaille, avec quelle hypnose on travaille, voilà. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un climat de confiance qui s'installe. Et puis, effectivement, j'ai envie de vous dire qu'à la première séance, on est peut-être toutefois un tout petit peu moins détendu qu'à la deuxième, quand il y a besoin d'une deuxième séance. Mais à nous aussi de mettre la personne vraiment en confiance pour qu'elle se détende le plus possible. Et puis on a toutes nos inductions qui servent aussi à ça, hein, de toute façon pour détendre encore plus la personne. Sans aller trop loin, je dirais que certaines personnes ont pu, je dirais dans le globe terrestre, le monde, utiliser peut-être des techniques d'hypnose pour canaliser certaines idées, non? Je pense bien sûr à nos grands hommes politiques. Après, il y a des techniques de communication, il y a des techniques de langage, effectivement, auxquelles on peut associer un petit peu l'hypnose, comme on pourrait associer la PNL. En fait, c'est des techniques de communication. Effectivement, l'hypnose peut rentrer un petit peu là-dedans. Effectivement, c'est aussi quelquefois un langage subliminal. On pourrait englober effectivement peut-être l'hypnose là-dedans. Donc il y a plusieurs techniques d'hypnose, Ouais. ouais, d'accord. La première, parce que ça existe comme depuis très très longtemps, l'hypnose, Ouais. on a des dates à peu près approximatives. Alors, j'ai pas de date moi à vous donner. Je sais que même les Égyptiens, au temps des pharaons, utilisaient probablement l'hypnose. Et vous savez, on sait un peu ce qu'ils en faisaient, non? Je crois que c'était aussi pour soigner notamment. Exactement, c'était surtout les médecins qui utilisaient l'hypnose, ouais. Donc sans aller jusque-là, donc le tout début, connaissant, c'est surtout l'hypnose classique, c'est ça? L'hypnose traditionnelle, ouais, classique, avec donc une forme de décompte, des inductions un petit peu plus dirigistes, où on décomptait, et puis où la personne, donc, on faisait ressentir les sensations du corps, etc., qui est d'ailleurs toujours utilisée. Moi-même, je l'utilise encore dans certaines séances, et du coup, voilà. Et là, le patient, il est passif, quoi. Toutes les hypnoses que j'utilise, le patient est passif. C'est-à-dire que moi, je me mets en position assez basse et je suggère toujours, je n'impose rien. Voilà. Donc en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, si la personne que j'ai en face de moi accepte mes suggestions, eh bien, il se peut même qu'il ne s'aperçoive pas qu'il est en transe. Oui, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit à la télé, on n'est pas dans un état second. Non, pas du tout. On reste toujours conscient, on entend ce qui se passe, et à partir du moment où on lâche prise, effectivement, notre inconscient, lui, il est d'autant plus réveillé et il accepte encore plus les suggestions. Et comment peut-on savoir si nous sommes en état d'hypnose? Alors, comment on peut le savoir? Je pense qu'il n'y a que la relaxation qui fait que vous êtes sous hypnose, et peut-être en fin de séance, un léger engourdissement qui vous a prouvé que vous étiez sous hypnose. Mais étant donné que l'hypnose thérapeutique que moi j'utilise, on reste conscient, c'est vrai que quelquefois, on n'a peut-être pas l'impression d'avoir été sous hypnose. Et pourtant, je vous assure que les résultats derrière sont comment dirais-je, se voient, quoi.
Alors donc vous avez évolué par rapport, si je peux mettre le mot, évolué par rapport à l'hypnose classique et vous faites un peu l'éricksonienne, c'est ça? Alors moi, je fais un petit mélange de toutes les hypnoses finalement que j'utilise, donc la traditionnelle, l'éricksonienne, donc qui est faite de métaphores de contes thérapeutiques, puisque j'ai été formée aussi par le Centre Sagesse. Donc en fait, le Centre Sagesse utilise l'hypnose ericksonienne, un peu d'humaniste, un peu de nouvelle et un petit peu de tradi. Donc c'est un mélange de tout ça en fait. Alors, si j'ai bien compris, l'hypnose nouvelle et humaniste, justement, le patient intervient plus, quoi. Il est plus actif, il fait plus Alors sur lui-même, c'est ça? voilà, en fait on travaille un petit peu plus avec le patient, c'est-à-dire on lui fait jouer son propre rôle, quand on s'intéresse à lui, on, on essaye de lui faire ressortir les ressources, ses qualités, etc. On s'adresse vraiment à lui, on peut être amené à lui poser des questions auxquelles il se répondra lui-même. Tout simplement pour qu'il avance un petit peu plus vite et qu'il travaille plus en profondeur. Donc c'est lui qui se prend en main, en fait, quoi. Grâce, bien sûr, Accompagné. voilà, accompagné par le guide, c'est-à-dire nous, quoi. On va le guider sur une voie, par rapport aussi à la problématique qui vient soigner, quoi. On se rapproche un petit peu de l'auto-hypnose, non? Alors l'auto-hypnose, c'est quelque chose de personnel en fait. C'est un lâcher-prise, c'est se plonger soi-même en relaxation, en s'imposant soi-même ses propres images qui vont nous aider justement à améliorer notre quotidien. Pour la personne qui est accompagnée par effectivement le thérapeute, l'humaniste, on va dire, se rapproche un petit peu effectivement par le concept de l'auto-hypnose. Mais l'auto-hypnose existe aussi depuis très 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 longtemps et on l'utilise déjà depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Et pour quelle raison mélanger un petit peu toutes ces techniques d'hypnose et pas en prendre une seule, par exemple? Parce que moi j'aime travailler comme ça, tout simplement. Il arrivera, par rapport à la problématique que vous venez régler, il m'arrivera peut-être de faire que de la traditionnelle en fonction de la séance que j'ai choisi de faire. D'autres fois où je vais mélanger effectivement plusieurs hypnoses, où je vais commencer par un décompte par exemple, et puis finalement finir par des métaphores. Et puis voilà, donc en fait je pense que chaque thérapeute a sa façon de travailler, et la mienne c'est comme ça. Et donc peut-être certaines techniques sont plus adaptées également aux patients? Alors peut-être qu'il y a des patients qui ont un peu plus de mal par exemple à lâcher prise et qu'il va falloir prendre plus son temps pour le plonger en relaxation profonde et donc effectivement choisir une méthode plus qu'une autre ou tout ensemble pour essayer effectivement de... Voilà, il faut essayer de s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous aussi. Bon, bah c'est parfait. On arrive en hypnose. Et vous faites quoi après? Qu'est-ce que vous pouvez soigner? Comment est-ce que vous pouvez aider votre patient? Alors moi j'ai envie de vous dire que grâce à l'hypnose, on peut régler un certain nombre de problèmes, donc améliorer des compétences aussi, améliorer un état de santé, un état de bien-être, et puis on peut aussi réduire certaines choses, réduire les dépendances, arrêter d'ailleurs de fumer par exemple, arrêter de boire pour les gens qui ont des problèmes liés à l'alcool. On peut aussi tout simplement réduire les douleurs. En fait, on peut vraiment essayer en tout cas de réduire beaucoup de problématiques liées à la santé. Vos soins sont permanents? Alors que, C'est-à-dire qu'une fois que bon, je fume, vous venez, je fume plus, c'est définitif. alors, ça dépend encore une fois de la personne que j'ai en face de moi. Normalement, avec ce que moi je vous fais pour l'arrêt du tabac, une séance suffit. Bien sûr, derrière, il faut que votre volonté rentre en jeu. Si au bout d'un mois, vous avez décidé de refumer, là, j'y serai pour rien. Même si l'inconscient ne nous donne pas envie de fumer. Alors l'inconscient, grâce à ma séance, vous donnera plus envie de fumer pendant une dizaine de jours, puisque moi, quand vous allez venir chez moi, je vais induire un dégoût. Mais une fois qu'effectivement, j'ai envie de vous dire que le dégoût ne fera plus effet, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, 4 mois après, c'est vous qui allez décider si vous refumez ou pas. Donc oui, donc c'est pas complètement définitif, il faut quand même un petit peu de chacun pour arriver à arrêter complètement, notamment pour la cigarette. Surtout quand on a des envies. C'est différent. Une envie, c'est pas un besoin.
Par contre, je crois aussi on peut, même au niveau médical, hein, c'est-à-dire au niveau de la chirurgie, etc., ils utilisent également l'hypnose. Ouais, complètement. Ça veut dire que quand même que le cerveau est plus fort que le corps. Le cerveau est très fort. En sachant, enfin, on sait que le cerveau utilise à peu près 10-15% de ses possibilités, donc ça laisse quand même Exactement. un bel avenir. L'être humain utilise que 10% de ses capacités. Ouais. Alors comment ça se déroule une séance? Alors donc je vous reçois à mon cabinet et puis on fait donc comme je vous disais un peu mieux connaissance. D'abord au téléphone vous me dites pour quelle problématique vous voulez venir. Et puis ensuite, j'essaye de voir avec vous si cette problématique, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, donc s'il n'y a pas d'autres petites choses à régler aussi à côté. Et donc ensuite, eh bien, je vous fais une séance et puis voilà. Donc vous recherchez également les causes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est l'essentiel d'ailleurs. Et donc après, je m'allonge, c'est un petit peu comme chez le psy, quoi. Alors, c'est soit ça dépend des cabinets. Après, oui, chez moi, on s'allonge parce que effectivement, j'ai un canapé. Dans d'autres, vous serez assis. Enfin voilà, tout dépend des cabinets. Et puis voilà. Ça dure combien de temps à peu près la séance? Alors, la première séance est un peu plus longue quand il y a besoin de plusieurs séances parce que je fais donc un bilan avec la personne sur sa problématique. Maintenant, par exemple, pour l'arrêt du tabac, il suffira d'une séance d'1 heure à peu près. On peut soigner le tabac, le manque de confiance, etc. Sur la même séance? Sur la même séance. Alors, moi, de toute façon, quand vous venez chez moi, je vais forcément travailler sur votre confiance en vous et sur votre estime de vous, mais ça ne fera pas l'objet d'une séance complète. En tout cas, pas pour un arrêt du tabac. Il y en aura une petite partie, mais je vais d'abord gérer la priorité qui est l'arrêt du tabac. D'accord. Donc il faut quand même venir avec une idée bien précise, soit pour s'améliorer, soit pour enlever effectivement certaines addictions. Voilà, Et chaque séance est plus ou moins dédiée. quand même. ciblée, elle est ciblée. Elle est plus ou moins ciblée, oui. Ben, donc avec l'hypnose, on peut s'améliorer de partout. Je pense notamment à des sportifs. Ils utilisent les sportifs également l'hypnose? Alors, ils utilisent souvent l'hypnose. C'est même très souvent leur coach qui utilise l'hypnose, justement, pour leurs athlètes. Et puis, ils utilisent aussi l'auto-hypnose qui, justement, les aide à améliorer leur performance. C'est de la visualisation. Donc, souvent, on peut visualiser son objectif et on arrive très souvent à l'atteindre. Bon, il n'y a pas de dangerosité, hein. C'est-à-dire que même si on voit, notamment si on reste dans les sportifs, je veux sauter à 3 mètres de haut, je ne vais pas y arriver, le cerveau quand même... Alors, quand l'inconscient, comment dirais-je, comprend qu'il y a danger, il va mettre une barrière. Et à ce moment-là, on ne pourra pas faire ce qu'on nous demande. La suggestion sera caduque, quoi. Oui, c'est un petit peu comme vous disiez auparavant, il ne peut pas y avoir de manipulation par quelqu'un. Là, l'inconscient, donc, il préserve effectivement l'individu. Exactement. Quand il y a danger, l'inconscient met une barrière. Bon, ben, c'est très bien ça. Donc, on peut tout régler, enfin beaucoup de choses grâce à l'hypnose. Oui. Et donc, il faut venir vous voir, c'est ça. Ben, ce serait bien. Financièrement, ça coûte cher un petit peu, une séance d'hypnose. Alors, et puis, il faut une série de séances ou pas Alors, une séance d'hypnose, c'est 60 €. S'il y a besoin de plusieurs séances, il y a des forfaits adaptés. Sachez que de toute façon, ça reste une thérapie brève. Donc, en moyenne, c'est 2-3 séances. Et voilà. On n'a pas parlé aussi des enfants. Oui, alors moi je ne suis pas spécialisée chez les enfants, j'ai des confrères qui se spécialisent chez les enfants, mais notamment j'ai eu pas mal de résultats sur l'énurésie par exemple, sur la confiance des enfants, et notamment chez les adolescents. D'accord. Parce que là, bien sûr, ils sont moins... ils sont plus objectifs, si je peux me permettre, par rapport à un adulte. Voilà. Et donc là, ça fonctionne très bien aussi. Ça fonctionne même encore mieux. Parce que justement, ils n'ont pas d'a priori? Ils n'ont pas d'a priori, puis surtout, ils font travailler beaucoup plus leur imaginaire. Donc du coup, c'est encore plus facile. Et peut-être aussi un peu moins de moyens de défense? Je ne pense pas que ce soit un moyen de défense. C'est vraiment juste que l'imaginaire fonctionne 2 fois plus chez un ado. Enfin, ils ont une capacité à faire travailler leur imaginaire qui va très vite et du coup les inductions fonctionnent encore mieux, quoi. Alors bien sûr, quand on dit imaginaire, on dit bien sûr le travail de l'esprit. Oui. Donc on en revient à ce que l'esprit soit plus fort que le corps. Tout à fait. Je vous remercie bien. C'est moi.